Lorsque nous nous penchons sur la vie de personnalités éminentes et influentes telles que Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela et bien d'autres figures historiques, nous sommes souvent envahis par un sentiment d'insignifiance. Leur destin semble rempli de grandes réalisations, de triomphes et d'une destinée incontestable, alors que nos vies semblent parfois superficielles et dépourvues de tout impact notable. Cependant, nous perdons souvent de vue que le sens de la vie n'est pas seulement défini par les grandes réalisations ou la célébrité mondiale, mais aussi par les petits actes de la vie quotidienne, les luttes intérieures auxquelles chacun d'entre nous est confronté et la poursuite incessante de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. À l'instar de ces grands esprits, chacun d'entre nous est capable de forger son propre chemin vers le sens de la vie, unique et irréversible, façonné par les ombres que nous intégrons, les erreurs que nous surmontons et les moments où, malgré la peur, nous choisissons d'agir. La question de la quête de sens et de la connaissance de soi a été soulevée dans différents ouvrages. L'étude de ces écrits peut être une clé pour comprendre comment même les actions et les expériences les plus banales peuvent être remplies d'un sens profond et d'une signification. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la manière d'apporter plus de conscience et de but à votre vie, et rappelez-vous que chaque étape, aussi petite qu'elle puisse paraître, peut conduire à de grands changements. Selon Jung, l'essence de la vie ne réside pas dans les conquêtes matérielles ou dans l'accumulation de biens, mais plutôt dans la journée d'autodécouverte et dans la façon dont chaque individu cherche à parcourir son chemin. Pour le célèbre psychologue suédois, la psyché humaine, dans sa totalité, englobe aussi bien les facettes conscientes que les dimensions obscures de l'inconscient. Au centre de notre conscience, là où réside tout ce que nous connaissons et reconnaissons, se trouve l'ego, représentation de notre manifeste « eux ». En outre, Jung nous apprend qu'il existe un vaste univers pour l'ego, un territoire inexploré de potentialité et de mystère. Dans l'univers de notre inconscient, où s'échappent les peurs et les souffrances que nous préférons ignorer, se trouve notre âme, le côté obscur de notre personnalité. Jung défendia que a chave para desvendar o propósito da vida réside nas profundezas do inconsciente. Enfin, le but de la vie n'est pas un objectif ou un objectif universel prédéterminé, mais une construction individuelle et unique intimement liée à l'essence de chaque être humain. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychanalyste suédois, s'est rendu célèbre en fondant sa propre école de pensée, connue sous le nom de psychologie analytique ou jungienne. Son vaste ouvrage, qui comprend des titres tels que A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos et Memórias, Sonhos, Reflexões, explore les profondeurs de la psyché humaine et donne des indications précieuses sur la recherche de l'autoconnaissement et le sentiment de la vie. Dans cette vidéo, le thème central est l'exploration des étapes cruciales de la recherche de la raison d'être, une expérience guidée par la philosophie de Jung, qui met en lumière l'importance de la confrontation avec le sombrero intérieur. Jung, avec sa perspicacité, nous enseigne que la clarté de notre vision se manifeste par une fusion avec les profondeurs de notre propre cœur. Tout ce qui s'aventure dans le monde extérieur peut se perdre dans les sons, mais tout ce qui s'envole vers l'intérieur se désespère dans la réalité. Chaque individu a un projet de vie unique et singulier, intimement lié à son essence et à ses antécédents les plus profonds. C'est pourquoi, avant de se lancer à la recherche de son propre objectif, il est impératif de cultiver un autoconnaissement authentique et profond. De nombreuses personnes, qui n'ont qu'un faible sentiment de familiarité avec les autres, pensent ne pas avoir une connaissance complète de leurs caractéristiques, qualités, déficiences et ambiances. Cette connaissance peut leur permettre de se lancer à corse perdue dans la recherche de leurs biens, sans préparation particulière. Par conséquent, l'autoconditionnement véritable exige une journée de travail au cours de laquelle Jung parle d'autoréalisation. Chaque être humain est une mosaïque complexe, composée d'éléments conscients et inconscients, d'aspects de nous-mêmes que nous reconnaissons et d'autres qui restent occultes dans les profondeurs de notre esprit. La colonne vertébrale, ce lieu obscur de la psyché humaine, apparaît comme la partie visible de notre inconscient, une réserve où résident les désirs, les émotions et les attributs réprimandés.
Par exemple, une peau individuelle peut être chargée de sentiments d'indolence, de colère ou de fureur, ainsi que d'émotions ou d'intérêts passés que l'individu ressent ou qu'il croit avoir déjà surmontés. En habitant les maisons de l'inconscient, la Terre reste en grande partie méconnue de nous. Ces tracés, relégués au second plan et ignorés pendant une longue période, ont cessé d'émerger dans nos pensées conscientes. En revanche, nous avons tendance à nous identifier excessivement à une personne, au rôle qu'elle joue, souvent de manière inconsciente, dans le but d'obtenir une reconnaissance ou une admiration. Cette personne, comme une mascotte, est utilisée dans nos relations avec le monde et il était possible que chaque individu possède différentes mascottes, adaptées à différentes situations. La réconciliation avec sa propre colonne vertébrale exige un effort authentique, une réalisation que Jung appelle « travail de la colonne vertébrale ». En d'autres termes, connaître le côté sombre implique de consacrer des moments réguliers à la réflexion sur le comportement, les pensées et les sentiments expérimentés dans la vie quotidienne. Une journée consacrée à l'autocognition profond peut s'appuyer sur des pratiques telles que l'écriture réflexive en journée ou l'introspection méditative. Dans ce processus, il est fondamental de s'interroger sur les motivations qui sous-tendent chaque action. L'attitude adoptée doit-elle refléter l'essence de la personne? Quelles sont les raisons qui justifient l'autosuffisance ou l'absence d'autosuffisance? Quelle a été la première réaction instinctive dans une situation donnée? Si les papiers sont inversés, quelle est l'expérience? Il s'agit de mener un interrogatoire interne, similaire à une entrevue avec une autre personne. Carl Jung, psychologue renommé, a souligné que la reconnaissance de l'âme personnelle n'implique pas l'identification à celle-ci. Il n'est pas nécessaire de se définir par rapport aux caractéristiques que l'on cherche à identifier. Par exemple, si une personne s'accroche à une raie, elle ne doit pas non plus la tourner comme une personne de couleur. Il faut donc reconnaître et vérifier l'existence de ces traits en sachant qu'ils font partie de l'ensemble du corps, mais qu'ils ne le définissent pas complètement. Une autre forme courante de manifestation des tracés occlusifs de la peau est la mise en œuvre d'un processus d'alchimie. Les caractéristiques ou les comportements qui suscitent le mépris chez les autres reflètent souvent les aspects que l'on retrouve chez eux. Le phénomène en question est connu sous le nom de projet. En raison des sentiments d'irritation ou de colère provoqués par le comportement d'aliénation, il est recommandé de faire une pause pour s'auto-analyser. Il est essentiel de se demander si une personne manifeste la même tendance. Dans le cas contraire, il est utile de chercher à savoir pourquoi cette caractéristique était perçue comme un aspect de la personnalité. Jung observe que les individus critiques à l'égard de l'égoïsme réprimandent souvent leurs propres pensées égoïstes, alors que ceux qui font preuve d'intolérance à l'égard de l'impuissance peuvent lutter contre leurs propres inclinations à l'impuissance. Réserver un temps journalier à la réflexion, que ce soit par le biais de l'écriture dans un journal ou de la méditation, et poser des questions qui stimulent l'introspection est le premier pas vers le transfert de l'inconscient à la conscience. L'autocognition authentique, allié à l'envie d'explorer son propre corps, était fondamental pour une vie pleine de sens. Selon Jung, l'objectif n'est pas d'être un homme bon, mais un homme complet. Maintenant que nous nous sommes concentrés sur l'inconscience et, éventuellement, sur les trajets sombres les moins désirables, nous nous demandons si cette connaissance peut nous aider à vivre une vie meilleure. Une journée d'autodécouverte, même si elle est essentielle, peut initialement intensifier le malaise intérieur, en développant des aspects sombres de la personnalité qui étaient auparavant désespérés. Carl Jung, psychologue renommé, a déjà mis en garde contre la nature intrinsèquement douloureuse et perturbatrice de ce processus d'auto-analyse. Il est évident que beaucoup d'individus cherchent à surmonter leurs traumatismes négatifs au point de pouvoir les éradiquer complètement. La prémisse est tentante. Ceux qui contrôlent leur colère sont les plus pacifiques et ceux qui abandonnent la prudence sont les plus efficaces. En revanche, la réalité est plus complexe. Même si la recherche de l'épanouissement personnel est très importante, la simple suppression des caractéristiques indiquées ne suffit pas à les faire disparaître. Au contraire, cette attitude peut renforcer ces aspects sombres et les ramener à un état latent à l'intérieur de l'individu. Dans les moments de fragilité, comme en cas d'angoisse ou d'exaspération, ces caractéristiques réprimées peuvent se manifester sous une forme inefficace et dangereuse.
Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, par exemple, sont souvent sujettes à des explosions de sang qui les rendent vraiment très mal à l'aise. De la même manière, ceux qui ignorent leur propre volonté s'exposent à un risque d'égoïsme extrême, ce qui prouve que l'autoconscience et l'acceptation de ses propres imperfections sont le premier pas vers une transformation authentique. Ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Maintenant que vous avez pris conscience de votre part d'ombre, vous avez la possibilité de l'aborder de manière constructive. Quoi que vous découvriez sur votre part d'ombre, apprenez à utiliser ces traits à votre avantage. Par exemple, la colère n'est destructrice que lorsqu'elle est excessive ou injustifiée, mais dans une situation où quelqu'un vous fait vraiment du mal, la colère peut vous inciter à vous défendre. Il est important de se demander, quand est-il approprié d'agir sous le coup de l'émotion et quand est-il préférable de s'abstenir de tout comportement impulsif? Quand est-il approprié de se fier à son masque et à son rôle social et quand est-il acceptable de se laisser aller? En analysant vos émotions plus en profondeur, au lieu de les qualifier de bonnes ou de mauvaises, vous pouvez améliorer considérablement votre vie et votre équilibre mental. L'envie peut être un puissant moteur pour atteindre des objectifs, la paresse peut apporter le repos et la récupération nécessaires, et l'impatience peut vous pousser à agir davantage si le contexte est favorable. En d'autres termes, vous devez trouver des moyens d'intégrer tous les aspects de votre ombre dans votre personnalité. Plutôt que de rejeter votre ombre, rappelez-vous qu'elle n'est pas destinée à vous punir, mais à vous éduquer et à vous aider à vous découvrir. Les caractéristiques réprimandées sont là pour rester, et c'est parfois en apprenant et en respectant ses propres qualités sombres que l'on peut évoluer véritablement. L'autonomie, alliée à la capacité d'utiliser toutes les facettes du corps, sont des éléments cruciaux pour comprendre le but de l'existence. Une fois que la colonne vertébrale est intégrée, l'individu devient plus complet, atteignant un état d'équilibre, d'harmonie et d'autosuffisance. En dominant sa colonne vertébrale, il découvre sa véritable essence, ce qui lui permet de comprendre ses désirs et ses besoins internes. La recherche de l'auto-perfectibilité est une journée continue de travail avec le cerveau, un processus sans fin. Il y a toujours de la place pour l'amélioration, et en persistant dans cette recherche, on donne un sens à sa vie. Jung affirme que l'individu est défini par ses actions et non par ses promesses. Pour connaître sa propre identité, sa façon de gérer les traumatismes sombraux et les blessures, il est impératif d'en faire la démonstration à l'aide d'attitudes. Le but de la vie ne réside pas seulement dans la réflexion, mais dans une pratique constante et cohérente. Carl Jung était d'avis que la réalisation de soi devait se manifester dans les actes et non dans les paroles. En fin de compte, on peut prétendre autant que l'on veut à propos de ses intentions et de ses désirs, mais la véritable essence se révèle dans les actes. Cela signifie que l'on ne doit pas flotter dans la vie en se contentant de réagir à ce qui se passe, mais que l'on doit créer activement sa propre réalité. Au lieu d'attendre passivement l'attention des autres, il faut prendre des initiatives et faire de nouvelles connaissances. Au lieu d'espérer une promotion, il faut élaborer un plan clair et avancer résolument vers son objectif. Et au lieu d'attendre que la vie ait un sens, il faut la remplir d'actions significatives. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens vivent en mode réactif, même ceux qui s'efforcent de se découvrir et de s'épanouir. Le travail sur soi est certainement un premier pas important, mais il ne suffit pas pour agir activement dans d'autres domaines de la vie. Paradoxalement, après un travail approfondi sur les aspects sombres de la personnalité, on peut avoir l'illusion de pouvoir se détendre et suivre le courant. Cependant, c'est l'inactivité et la stagnation qui maintiennent une personne dans un état d'insignifiance et d'insatisfaction. Alors, comment commencer à mener une vie active? La réponse est simple. Mettez-vous au défi. Une fois que vous avez pris des mesures pour explorer continuellement votre part d'ombre et vous améliorer sur la base de ce que vous avez appris, il est important de continuer à aller de l'avant. Posez-vous les questions suivantes. En quoi est-ce que je crois? Quelles sont mes convictions spirituelles ou religieuses? Quels sont les principes moraux que je professe? Quelles sont les valeurs importantes pour moi? Comment est-ce que j'agis dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce que je veux réaliser cette année et dans les 5 prochaines années? Quelle contribution est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce que j'attends des autres? Vous pouvez écrire vos pensées,
ou réfléchir à ces questions en méditant. Les réponses vous indiqueront clairement les actions à entreprendre. Par exemple, vous rêvez peut-être de devenir un écrivain célèbre. De nombreuses personnes partagent ce désir, mais peu d'entre elles prennent des mesures concrètes pour atteindre cet objectif. Elles attendent l'inspiration, le bon moment, et finissent par croire que le livre s'écrira tout seul. Ils continuent à vivre de manière réactive, croyant que le moment venu, le livre jaillira sous leur plume. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Pour parcourir le chemin de l'écriture avec sérieux, l'aspirant à la profession d'auteur doit apprendre à maîtriser une métamorphose intérieure et extérieure. Il se consacre à l'écriture avec régularité, la transformant en un habito inabalavel, en écrivant des mots même quand la voix se fait lointaine. En raison de son caractère critique, il s'appuie sur des groupes d'expérience ou se livre à des exercices stimulants pour détruire son imagination. La discipline s'impose, guidant l'élève jusqu'à la conclusion de chaque histoire, en dépassant sa motivation première. Après le point final, il se lance à la recherche d'opportunités, établissant des contacts avec des agents littéraires et d'autres professionnels du marché éditorial. Cependant, tous ne trouvent pas leur place dans leur carrière. Certains ont un impact plus profond, comme celui d'inspirer les futurs projets. Ce noble objectif peut être atteint de différentes manières, par l'éducation des enfants, l'enseignement, la création d'ONG de jeunesse, le conseil aux jeunes ou l'action politique. Le choix de la voie et des actions à entreprendre est individuel. En s'interrogeant sur ses valeurs et ses croyances, l'auteur doit définir comment il peut les défendre et quelles mesures concrètes il doit prendre pour les réaliser. Il est possible de rester en vie en se contentant de réagir aux événements, mais une existence purement réactive n'apportera jamais de sens profond. Le sens de la vie réside dans l'action, dans l'initiative. Carl Jung a judicieusement observé « Là où se trouve votre peur, là se trouve votre tâche ». L'inertie qui conduit de nombreuses personnes à vivre de manière réactive n'est pas due à la paresse ou à un manque de motivation. Souvent, la racine du problème est la peur, l'évitement de la nécessité d'agir. L'action implique un risque et le risque peut être effrayant. Imaginez que vous ayez une idée géniale pour un livre. Pour la mettre sur papier, il faut avoir le courage d'affronter la possible déception de l'écriture elle-même. Et une fois l'ouvrage terminé, l'auteur doit être prêt à essuyer d'innombrables refus avant de pouvoir le publier. Chaque pas vers l'action comporte la possibilité d'un résultat négatif. Une attitude proactive exige du courage, et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à l'affronter. Ignorer la peur ne la fera pas disparaître. Elle ne fera que se retirer dans l'ombre, d'où elle contrôlera la vie encore plus intensément. Le secret consiste à la reconnaître, à l'affronter. Face à une décision difficile qui nécessite une action, mais qui semble paralysante, une stratégie efficace consiste à affronter son appréhension de manière pragmatique. L'individu doit s'interroger sur les conséquences négatives possibles et, surtout, sur les méthodes permettant d'atténuer ou de surmonter ces obstacles. Il est impératif de reconnaître qu'une préparation méticuleuse peut être un puissant antidote à la peur, même s'il est essentiel de faire la distinction entre une préparation constructive et une simple rumination anxieuse. La clé consiste à se concentrer sur des scénarios plausibles en évitant les digressions vers des possibilités fantaisistes et improbables. Par exemple, un auteur en herbe qui souhaite publier un livre doit s'attendre à un éventuel refus de la part d'agents littéraires, voire à un manque d'intérêt initial pour son œuvre. Toutefois, il doit également se préparer à l'éventualité inverse, trouver un agent enthousiaste ou opter pour l'auto-édition. Il est essentiel d'éviter de perdre du temps et de l'énergie en rêvassant à des rejets sans fin, au plagiat ou au ridicule public. De telles pensées, en plus d'être improbables, sont contre-productives et ne font qu'intensifier la peur. En disséquant la peur et en y remédiant par une préparation judicieuse, vous aurez neutralisé une grande partie de son pouvoir paralysant. Bien que le sentiment de peur puisse persister dans une certaine mesure, le fait de minimiser ses effets grâce à la préparation ne laisse qu'une seule option viable: se lancer à corps perdu dans l'entreprise. Le véritable courage réside dans la capacité à affronter les peurs, plutôt que d'essayer de les éliminer complètement.
C'est l'acceptation de la peur combinée à une action décisive qui propulse l'individu vers le succès. Aucune personne ayant accompli des choses remarquables dans la vie n'a parcouru ce chemin en évitant ses propres peurs. Carl Jung, psychologue de renom, a judicieusement observé que la peur indique la prochaine grande épreuve. En affrontant ce qui nous effraie, nous découvrons ce qui peut donner un sens plus profond à notre existence. Jung nous rappelle également qu'il n'y a pas de bonheur total sans un soupçon d'obscurité, car la joie perd de son éclat en l'absence de tristesse. Réfléchissez au voyage de la connaissance de soi, à la recherche incessante de l'amélioration personnelle, au courage d'agir et à l'audace de prendre des risques. Est-ce que la formule d'une vie parfaite? La réponse est un non catégorique. La perfection est un mirage. Les personnages les plus influents de l'histoire sont généralement ceux qui ont surmonté les plus grands obstacles. La raison en est simple. Ce sont ceux qui osent remettre en question le statu quo, qui ne se laissent pas abattre par l'adversité et qui persistent dans la lutte, quelles que soient les épreuves. Accepter les revers et les déceptions inhérents à la vie est fondamental pour trouver un sens et un but. En fait, le sens lui-même se nourrit de ces expériences. C'est en surmontant les moments sombres que nous découvrons la force intérieure et la résilience qui nous poussent à aller de l'avant. L'existence humaine marquée uniquement par le succès et le contentement manque de profondeur, car le bonheur n'atteint sa plénitude que par contraste avec la mélancolie. La réussite suppose la possibilité de revers, tout comme la lumière a besoin de l'obscurité pour se manifester. Face à l'adversité, il est impératif de resignifier l'expérience, en transformant les malheurs et les erreurs en tremplin pour le développement personnel. Chaque événement, dans son unicité, révèle de nouveaux aspects de l'individu, favorisant la découverte de soi et la reconnaissance de ses propres ombres. Le besoin de pragmatisme émerge de l'expérience de l'échec, tandis que la résilience et la force d'âme se forgent dans les moments d'extrême exigence. Imaginez un roman rejeté par tous les éditeurs ou l'abandon d'un emploi stable à la recherche d'une formation universitaire suivie d'un échec. En plus de valoriser les réalisations futures et l'apprentissage inhérent à la situation, de telles expériences donnent à la vie un sens plus profond, enrichissant le parcours individuel. Le célèbre psychologue Carl Jung propose une vision intrigante du sens de la vie, qui s'éloigne de la poursuite d'objectifs prédéfinis et se concentre sur l'action et la découverte de soi. En d'autres termes, la vie n'acquiert pas un sens intrinsèque en atteignant le succès en tant qu'auteur publié ou homme politique influent, mais plutôt à travers le chemin parcouru pour atteindre de tels sommets. Même ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs peuvent trouver un sens dans la conscience de leur propre capacité à agir, dans le caractère unique de leur individualité et dans l'authenticité indéniable de leur essence. La recherche d'un sens à la vie est un processus continu, un voyage de découverte de soi, de fixation d'objectifs et d'actions persistantes. La vie est tissée d'une tapisserie complexe d'expériences, positives et négatives, qui façonnent votre singularité. La combinaison unique de déception et de joie, d'action et d'effort, et la persévérance face aux défis donnent à la vie un caractère spécial et inégalé. Il est essentiel de cultiver la fierté dans chaque entreprise, car c'est dans cet effort que réside la finalité. En outre, il est essentiel d'apprécier chaque aspect positif de la vie, aussi minime soit-il, pour nourrir un sentiment de satisfaction et de gratitude. Reconnaître les réussites, quelle que soit leur ampleur, renforce l'estime de soi et contribue à une vie plus riche et plus significative. À chaque triomphe que la vie vous accorde, cultivez la gratitude comme un phare, éclairant votre chemin avec appréciation. Et dans les vicissitudes, rappelez-vous que votre existence palpite d'un but singulier, tant que vous vous efforcez d'incarner le sommet de votre potentiel musique.